En esta columna, basándonos en una entrevista que entregó últimamente el médico Philippe Juvin a la página web Brut, jefe de servicios de urgencia del Hospital Georges Pompidou en París, y sabiendo que la pandemia del coronavirus ya tiene varias semanas en Francia y en Europa, sabiendo que Europa también fue declarada epicentro de la pandemia, vamos a rescatar de esta entrevista varias informaciones a propósito de la pandemia. En Europa, el fenómeno está adelantado comparado a nosotros. Y desde hace algunos días, en Francia, el presidente Emmanuel Macron decidió tomar medidas más drásticas para que la gente se quede en su casa y se reúna lo menos posible con otras personas. El doctor Juvin se pronuncia justamente sobre estas medidas. Existen dos tipos de medidas. De ces mesures, c'est de se dire on était obligé d'arriver à ça pour... Bah oui, en fait, il faut comprendre que quand on a une épidémie de ce genre face à un agent infectieux pour lequel on n'a pas de traitement, il y a en gros deux manières de faire cesser une épidémie. Je parle d'une épidémie qui est une vraie épidémie, c'est-à-dire quelque chose de très contagieux, ce qui est le cas là. Il y a deux manières de faire. Soit vous laissez la population acquérir le virus. Tout le monde tombe malade, et puis il y a un moment où, quand la moitié de la population est tombée malade, eh bien, l'épidémie régresse, et puis quand elle est arrivée à 75% de la population, il n'y a plus d'épidémie. Ça, c'est ce qui se passe quand on n'a absolument rien, aucun médicament, et qu'on est dans un pays qui n'est pas capable d'édicter des règles de confinement. Esta sería la metodología más brutal, retrógrada para algunos. Y hay países como Holanda, Suecia o en un grado menor Inglaterra que optaron por dejar contaminar a la población y así quizás esto permitiría que en un momento dado ésta sea inmune al virus. Pero también existen otras medidas, como también lo indicó la Organización Mundial de la Salud, que permitirían, entre comillas, manejar el contagio, frenarlo. Estas son las medidas que han tomado países como Francia, Italia, España y últimamente Chile. Acá el profesor Juvin lo explica. C'est celle que le gouvernement a mise en œuvre, et il a bien fait, c'est de dire aux gens, on va casser les chaînes de contamination, on va faire en sorte que la population ne s'infecte pas. Et si elle est infectée, qu'elle garde le virus pour elle et qu'elle ne le redonne pas aux voisins. La dificultad con este virus es distinguir rápidamente la cantidad de enfermos, o más bien cómo distinguir quién está enfermo del coronavirus o quién no lo está. O para ser más preciso, muchas veces el contaminado no sabe o no se nota que tiene la enfermedad, como lo explica el doctor Juvin. Il faut bien savoir, et ça c'est un élément d'assurance, c'est que quand vous prenez toute la population qui a le virus, d'abord probablement la moitié de la population qui est malade ne sait pas qu'elle est malade. Elle est comme vous, comme moi, elle circule, elle n'a aucun symptôme, mais elle est contagieuse. Et puis dans les 50% des gens qui sont symptomatiques, c'est-à-dire qui ont des signes, il y a probablement plus de 80% des gens qui ont des signes très banaux, une fatigue, une toux, parfois même quelques maux de ventre, etc. Et ce n'est qu'une toute petite partie, heureusement, qui a des formes très graves et qui parfois peut décéder. Ya que tenemos información acerca de los contaminados, podemos preguntarnos, ya que la pandemia ya está en Chile, ¿cuánto tiempo duraría todo esto? En fait, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas trop. Ce que je peux vous répondre, c'est en regardant ce qui est arrivé aux Chinois. En fait, les Chinois, le premier cas détecté, c'est le 7 décembre. Ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui se passe, une épidémie, et ils en détectent l'origine, c'est un marché aux animaux, le 31 décembre. Donc 7 décembre, 31 décembre. Et nous sommes donc 7 décembre, janvier, février, mars, nous sommes à un peu plus de 3 mois et ils sont sur une courbe descendante. En fait, la courbe a fait comme ça, a monté comme une colline et redescend. Et là, chez les Chinois, on est en phase toute descendante. Donc, vous voyez, les Chinois, ils sont à 3 mois et demi et ils sont en train de s'en sortir. Alors, combien de temps ça va durer chez nous? Si c'est comme les Chinois, nous, notre premier cas, il a 1 mois. Donc, je vous dis, dans 2 mois, on sera en phase de récupération si on connaît la même évolution. Mais encore une fois, ce sont des hypothèses, il faut bien comprendre ça. Un poco más de 3 meses duraría el ciclo, pero como lo indica el médico francés, son solo hipótesis. También podemos referirnos a otra entrevista de otro doctor francés médico que se encuentra en la ciudad de Wuhan y que vivió todo el proceso que ha vivido esa ciudad. Este indica que la noción de 3 meses vale siempre y cuando medidas muy drásticas son tomadas.
aislar una región, terminar con el transporte público y otra cantidad más de medidas realmente efectivas y drásticas. Esa es la solución para que el tiempo se reduzca en cuanto al contagio y al fenómeno de contaminación. Varios políticos, autoridades se están manifestando en Chile para que medidas más drásticas sean tomadas a nivel nacional, a nivel senatorial, y como podemos verlo a nivel local, la alcaldesa ya se ha pronunciado, Karen Rojo, ya se ha pronunciado sobre esto, pidiendo más medidas drásticas. También se ha pronunciado la Core, Catherine San Martín, y también acá otro que puede jugar un rol importante, ya que participa de manera activa en la Comisión de Salud, es el diputado José Miguel Castro, quien ya aplicó para sus asesores el teletrabajo, lo que también debería aplicarse en otras entidades del Estado, y que también tiene ese rol importante, puede tener ese rol importante en la Comisión de Salud, no simplemente para la región, pero sí también para el país. Porque acá, conforme a lo que acabamos de decir acerca de este periodo de 3 meses, la cantidad de enfermos en Chile va a seguir aumentando, ya que nos encontramos en la fase ascendiente. El primer enfermo, el primer contaminado en Chile fue declarado el 3 de marzo, hace solo 15 días. La fase ascendiente duraría de manera aproximada 1 mes y 15 días, siempre y cuando medidas drásticas están tomadas. Es decir, que acá tenemos 1 mes y 15 días más, donde vamos a ver la cantidad de enfermos aumentar. Para que esto baje, para que esto se frene, eso pasa por políticas de aislamiento drásticas, porque como lo dice el médico, des ruptures de contamination, de barrières de contamination. Et quand vous rencontrez quelqu'un, eh bien, vous risquez de le contaminer si vous-même vous êtes malade. En revanche, si vous restez chez vous, eh ben, vous ne contaminez personne et vous allez guérir la plupart du temps tranquillement au bout de quelques jours, on va dire 2 semaines. Et quand vous serez guéri, eh bien, vous n'aurez contaminé personne d'autre. Donc c'est ça qui est très important, c'est de notre capacité à faire en sorte que chaque patient reste chez lui confiné et n'affecte pas une autre personne. C'est grâce à ça que le chiffre peut s'arrêter de monter puis baisser. Si estas medidas no están tomadas, como lo indicó el ex primer ministro italiano Renzi, los países van a conocer la misma curva de contaminación y el mismo fenómeno que está padeciendo Italia. Acá, últimamente, en Chile, se ha indicado que estamos conociendo el mismo ritmo de contaminación, la misma tasa, quizás porque no están tomadas las medidas drásticas que deberían tomarse. Una vez que uno se aísla, también podemos preguntarnos cuánto tiempo dura la enfermedad. El doctor también acá nos entrega información. On a une idée, on n'a pas de certitude. Ce qu'on sait, c'est que la durée d'incubation, c'est-à-dire le moment où vous rencontrez le virus, où il entre dans votre corps, et où vous allez commencer à être malade, c'est-à-dire présenter des signes, quand vous êtes malade, vous avez bien compris, ça varie de 2 à 12-13 jours. Ça, c'est la première partie de la maladie. Vous ne savez pas que vous êtes malade, parce que le virus est dans votre organisme et commence à faire son petit travail de sape. Au bout de 2 à 12 jours, moyenne 4,5 jours, vous êtes malade, c'est-à-dire que vous mettez à tousser, à cracher, parfois des difficultés respiratoires et puis parfois des choses plus graves. Heureusement, beaucoup plus rares, mais ça arrive. Et bien ça va durer à peu près 2 semaines. À peu près 2 semaines. Et puis au bout de 2 semaines, le virus aura probablement disparu, mais comme on ne fait plus de tests pour savoir s'il a disparu ou pas, je ne sais pas bien vous répondre. Donc il faut compter, on va dire 3 semaines au total, 3 à 4 semaines au total, puisque si vous avez une incubation de 12 jours et une maladie effective de 14, ben ça vous fait 1 mois. El médico francés precisa que los riesgos de contaminarse varían en función que uno se encuentre en un espacio cerrado o abierto. Alors, il y a 2 choses peut-être qu'il faut distinguer. Dans l'air, il y a quelques arguments des gens qui pensent qu'il peut y avoir ce qu'on appelle une aérosolisation du virus. Il peut se balader. Donc, de l'importance chez vous d'aérer les pièces. Il faut aérer les pièces. Et c'est une des raisons qui fait que le risque de contamination est particulièrement grand quand vous êtes plusieurs dans une pièce fermée. C'est d'ailleurs là qu'on a vu les taux de contamination les plus importants. Il y a plusieurs études qui sont assez concordantes pour montrer que ce qu'on appelle le taux d'attaque, c'est-à-dire la capacité pour un seul malade à contaminer plusieurs personnes, en moyenne il est 3, donc
Un malade contamine 3 personnes, mais c'est une moyenne. Mais quand vous vous concentrez sur les situations de zones closes, c'est-à-dire des pièces, des églises, des réunions de famille, on a des taux d'attaque qui sont jusqu'à 35%. C'est-à-dire, vous déjeunez, vous dînez avec vos copains, vous êtes dans une salle fermée, eh bien une personne malade, même s'il ne le sait pas, peut contaminer 35% de la pièce. También, muchos piensan que la pandemia ataca esencialmente y de manera peligrosa solamente a las personas de la tercera edad o con poco de años. Acá también se deben aportar algunas precisiones. Il y a des questions qui se posent par rapport à propos des cas jeunes déclarés. Oui. C'est vrai qu'on a souvent cette idée jusqu'à maintenant de voir que ce sont des personnes très âgées qui en décèdent, Oui. mais on a pu comprendre que dans les services de réanimation, il y avait aussi beaucoup de personnes qui étaient plus jeunes. Alors, il est vrai il va y avoir des patients jeunes qui vont de 20 ans, qui vont développer des formes graves de réanimation. C'est une certitude. Mais ça va rester la minorité quand même. Je crois qu'actuellement, on est à une médiane d'âge en réanimation de 60 ans. Donc ça signifie quand même que la moitié des patients de réanimation ont moins de 60 ans, certes. Mais les études chinoises, qui maintenant ont 3 mois de recul, c'est quand même un sacré avantage, parce qu'on apprend d'eux, montrent quand même qu'on est sur une population qui est plutôt âgée, majoritairement, très majoritairement, qui a des maladies associées, essentiellement l'hypertension artérielle, le diabète, également un peu les infections respiratoires chroniques, moins en fait que la grippe proportionnellement. Mais c'est vrai qu'ils ont des patients jeunes, mais ça ne va pas être la majorité. Simplement, il ne faut pas penser que les jeunes sont totalement à l'abri, c'est faux. Si efectivamente tenemos una poca cantidad de muertos, una poca entre comillas, con el coronavirus, podemos preguntarnos por qué tanto pánico y ruido alrededor del mundo. El doctor nos responde, primeramente, en base a una lógica epidemiológica. Los dejo escuchar lo que dice. Des tonnes, parce que d'abord on est face à un virus qu'on ne connaît pas. Il y a 4 mois, on ne connaissait pas ce virus, donc c'est un agent émergent. On ne sait pas comment il peut évoluer. Et deuxièmement, c'est une maladie extrêmement contagieuse, c'est-à-dire que potentiellement beaucoup de monde peuvent l'avoir. Et même un petit chiffre de complications, un petit pourcentage de complications sur une grande population, eh bien potentiellement ça fait beaucoup de gens. Luego, refuerza su argumentación con algo más de mucho más funcional, terrenal, material. Rien. Essayez de tenir, parce que en fait, si la vague arrive, le vrai sujet, c'est pas le nombre de patients. En fait, on est un pays, on a de la ressource. C'est le nombre de patients en même temps. Comprenez que si, par exemple, nous sommes à l'hôpital Pompidou là, ce matin, pendant l'heure qui vient, j'ai 100 personnes qui arrivent, on va être submergé. En revanche, si ces 100 personnes arrivent réparties sur 2 mois, eh bien moi je saurais les prendre en charge sereinement et parfaitement bien. Esta problemática, como lo subrayaron numerosos editoriales, observadores, especialistas, como en el diario El País, en España, por ejemplo, es la fundamental. A pesar de la baja mortalidad de este virus, lo súbito de esto y la fuerte tasa de contagio de esta pandemia puede hacer colapsar cualquier sistema de salud pública, incluso el más desarrollado como los que conocen los países europeos como Alemania, Francia y otros. Acá, imagínense lo que puede suceder en el supuesto mejor sistema de salud del espacio intersideral y galáctico. Por eso, reitero, las medidas de resguardo son fundamentales. Por ende, hay que prepararse a adoptar una prevención estricta y aplicar el principio de aislamiento, porque de manera desafortunada, el antídoto no es para mañana. Ojalá nos equivoquemos, pero según el especialista, una solution à este problème, ça va demorar un rato. Il faut du recul. Écoutez, le vaccin, on l'aura d'ici 1 an, on va dire. Il faudra le produire, en plus tout le monde va en vouloir, donc ça va prendre un peu de temps. Il faut le fabriquer, bien entendu, parce qu'on ne sait jamais, le virus peut revenir après une première phase. Vous savez, il y a eu un premier coronavirus très grave, c'était il y a 20 ans, le SARS, avec un taux de mortalité important, on était à 30 ou 40%. Et puis brutalement, il a disparu. Il a disparu brutalement. Puede sonar muy autoritario, pero si la gente no se cuida por sí misma, corresponde al Estado y al gobierno garantizar la salud pública, el interés general, la salud de todos. Y una manera para hacer eso es decretar un estado de excepción. Es una herramienta
especialmente prevista para aquello. Pero no es la sola. También el Estado debe prever el golpe económico, la falta de ingreso que va a producir esta situación. Por eso se deben congelar precio de la luz, del agua, garantizar el abastecimiento, quizás garantizar internet, las comunicaciones. Debemos pensar que no hay mal que por bien no venga. Y eso quizás lo vamos a detallar en una próxima columna, pero en esta no se trata de difundir miedo, se trata solamente de indicar que cuál sea la medida tomada por el gobierno, por el Estado, antes de todo, cada uno debe responsabilizarse y responsabilizar a los suyos. Esto siempre ha sido sinónimo de ciudadano, de ser ciudadano. Y usted podrá observar, en situaciones excepcionales como no, siempre recaímos lo mismo: responsabilidad, ciudadanía, educación. Ahora les toca a todos cuidarse y cuidar a lo suyo y ser lo más responsable posible. Uno no está solo en este barco. Sobre estas palabras le digo hasta la próxima semana.